L'amitié, c'est un thème qui est souvent pas mesuré à sa juste valeur. Pour moi, dans une vraie amitié, il faut qu'il y ait de la confiance et de la communication. Pour moi, les amis, c'est des gens qui rendent la vie plus belle. Les amis, ça rend heureux, je dirais. Toutes les études sur l'amitié arrivent aux mêmes conclusions, à savoir que les amitiés sont importantes pour les humains parce qu'elles ont des effets bénéfiques pour leur santé mentale, physique et psychique. Il est particulièrement intéressant de s'interroger sur l'amitié, car c'est un facteur essentiel de la vie humaine. On a gagné! Je m'appelle Malo, j'ai 9 ans et j'habite à Berlin. Je dirais qu'à nous 4, on forme une bande d'amis assez cool. Salut, c'est nous! Dans mon groupe d'amis, j'ai l'impression que c'est un peu moi le chef, parce que je suis le plus âgé. 8 ans, 9 ans, 8 ans, 8 ans. Joshua, il est rigolo, il aime bien faire des bêtises. On fait la fête! Philly aussi, il aime bien faire des bêtises. Mais il est un peu plus raisonnable. Et Louis, il est drôle. C'est mon frère. Mais quand même, j'aime bien jouer avec lui. C'est cool d'être avec lui. Et puis, il y a mes parents, bien sûr. Pour moi, l'amitié, c'est quand on s'entraide. Quand on est là les uns pour les autres, tout simplement. Dès l'âge de 3-4 ans, on peut sentir vraiment une vraie amitié, c'est-à-dire une élection pour une personne particulière, une envie de jouer, de partager davantage de temps avec une personne. Et donc, oui, à 8 ans, 9 ans, on a vraiment déjà suffisamment construit de capacités intellectuelles, de capacités verbales pour construire une forte amitié. Je crois que je suis un bon ami parce que j'aide les autres. On fait des bêtises ensemble et je les dénonce pas. Et c'est un peu la base de ce qu'on fait entre amis. Sans cesse, notre cerveau scanne notre environnement et cherche la sécurité. C'est déjà ce qu'on appelle le cerveau social. Je regarde mon environnement et je vois quelqu'un qui peut me sécuriser. Dès qu'on découvre le monde à la naissance, on est déjà des êtres sociaux. On a absolument besoin du regard, de l'interaction avec autrui. Et notre cerveau, l'architecture de notre cerveau, se construit en relation avec ces interactions que l'on a, bien sûr, avec nos parents d'abord, mais ensuite avec toutes sortes d'autres personnes. Les frères, les sœurs, toutes les personnes qui sont autour de moi, toutes mes interactions vont contribuer à construire mon cerveau social. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes bons amis, Malo et toi? Malo, c'est mon frère, mais il m'énerve. Pardon? Mauvaise réponse. Qu'est-ce que tu en penses, Malo? Mais Louis, c'est pas mon ami. Mais on peut être ami avec son frère, non? Oui, mais c'est la vérité. T'arrêtes pas de dire qu'il faut toujours dire la vérité. Je trouve que la famille et les amis, c'est deux choses différentes. La famille, c'est quand même un peu plus proche que les amis. Certains amis, tu les gardes pendant 1 an ou 2, et après, tu en rencontres d'autres. Je dirais que mon frère, c'est pas forcément que j'ai plus confiance en lui, mais je lui dirais plus de secrets. Parce qu'on est plus proches. L'amitié est une dimension qui nous paraît tellement naturelle dans nos interactions et dans notre vie sociale que nous ne réfléchissons jamais à ce qu'elle signifie réellement.
L'amitié et la famille sont des choses différentes. D'une certaine manière, l'amitié est le petit frère ou la petite sœur de l'amour familial et parental. La première chose que nous expérimentons, c'est que nous sommes aimés par nos parents et que nous les aimons très fort. Et c'est ce modèle que nous appliquons aux amitiés plus tard, quand nous découvrons le monde extérieur. On essaie de transposer cet amour parental à la vie et aux relations extérieures. Mais il y a une différence fondamentale. L'amitié trouve sa valeur en dehors de la famille. On sait aussi que quand on a des relations difficiles avec ses parents, le fait d'avoir des amis solides, ça va construire la résilience. Les amitiés, c'est très important pour le développement de notre cerveau, pour notre santé physique, parce que tout est lié, et pour notre santé émotionnelle et sociale. Notre cerveau se construit grâce aux interactions avec notre entourage. Si nous nous sentons en sécurité, notre système de sécurité reste tranquille. L'amygdale, qui est une petite structure, un petit noyau en forme d'amande dans notre cerveau, s'active et déclenche la réaction de stress quand il y a de l'insécurité. Si mes parents sont durs ou non attentifs à mes besoins, alors mon amygdale va s'activer plus souvent. Et petit à petit, elle va grossir. Et donc, on est bien plus réactif au stress. La moindre chose va nous faire réagir. Il semble que l'amitié aide à tempérer cette hyperaction. Les amitiés nous enseignent cette régulation émotionnelle et elles nous enseignent les compétences sociales. Et donc, petit à petit, ça nous aide vraiment à digérer les choses difficiles de notre vie et à récupérer des fonctions relationnelles. En 2021, l'Université du Michigan a publié la plus grande étude jamais réalisée sur l'amitié. Elle portait sur 99 pays différents et plus de 300 000 personnes. C'est la première étude sur ce thème menée à aussi grande échelle. Elle a notamment montré qu'il existe des différences culturelles dans la manière dont nous prenons soin de nos amitiés. Par exemple, dans les pays où les différences socio-économiques sont plus marquées, les gens vivent les amitiés de façon différente, parce qu'elles ont une fonction différente pour eux. Dans ces pays, les amitiés servent à affronter le quotidien. Elles sont partiellement vitales, car elles permettent d'avoir des alliés dans la vie de tous les jours. Dans les pays européens, comme l'Allemagne ou la France, l'amitié relève plutôt de la sphère privée et du bon vouloir des personnes. Je m'appelle Lindsay, j'ai 16 ans et j'habite en Alsace. J'ai 100 000 abonnés sur TikTok et 27 000 sur Instagram. Mes abonnés, ils viennent d'un peu partout dans le monde, mais surtout en France. Ça me fait plaisir parce que ça me donne envie de continuer. Et ce qui me fait aussi plaisir, c'est que du coup, je vois qu'il y a des gens qui aiment ce que je fais. Et donc, je suis contente. Pour moi, en tout cas, ça a été facile de trouver des amis sur Instagram parce que je les ai découverts parce qu'on avait les mêmes centres d'intérêt. Et c'est comme ça qu'on s'est tous connus. Après, je suis quelqu'un qui est très timide, alors parler physiquement à quelqu'un, c'est assez compliqué, alors que derrière un écran, je me sens plus à l'aise. De nos jours, les médias numériques et les réseaux sociaux permettent de garder le contact avec les autres malgré la distance. Et ce, à un rythme qui était impossible auparavant.
C'est une caractéristique extraordinairement positive de ces médias. C'est le cas pour les jeux en ligne, par exemple. Beaucoup de jeunes disent qu'ils ont des partenaires de jeu, des alliés, dans le monde entier. Des gens qu'ils n'ont jamais vus, mais qu'ils retrouvent pour leur partie, et ils ont le sentiment qu'il s'agit d'une vraie forme d'amitié. Ça, c'est ma maman Peggy, et ça, c'est mon papa Vincent. Lindsay a beaucoup d'amis, mais plus virtuels qu'en réel, en fait. En réel, elle a un petit groupe d'amis qu'elle voit à l'école, ou comme Léana, Alessia, et le reste, c'est des amis virtuels qu'elle a connus sur les réseaux sociaux. Moi, je préfère les voir en réel parce que on peut plus rigoler et puis on peut faire plus de choses que derrière un écran. Et on peut par exemple sortir dehors ensemble et pas rester dans notre lit en FaceTime, quoi. Quand je suis en ville avec mes copines, on fait du shopping, on va dans des restaurants et parfois on va s'acheter des mangas. Lire des mangas, c'est cool parce que on peut voir l'évolution d'un personnage et puis comme ça se lit pas comme un livre normal, c'est plus intéressant. On ne peut pas très bien s'imaginer cette amitié sans téléphone, parce qu'on n'est pas dans la même école. On communique par téléphone beaucoup de fois par jour. Je ne peux pas dire combien de fois, mais beaucoup. On pourrait dire une centaine de messages par jour. On peut parler plus facilement aux personnes par rapport à la vraie vie. On est plus à l'aise derrière un écran, on est plus peut-être ouvert à certaines opinions, on peut peut-être donner plus facilement notre opinion sans avoir peur du jugement des autres. Et c'est ça que j'aime bien quand on parle sur les médias sociaux. Il faut arrêter avec ce mythe selon lequel l'utilisation des smartphones isolerait les enfants. Aujourd'hui, la phrase qu'on entend le plus dans les familles, c'est « range-moi ce truc ». Et tout le monde sait de quoi on parle, à savoir du téléphone portable. Très souvent, les parents ont le sentiment que les contacts ou les amitiés numériques ne sont pas réels, qu'ils ne sont pas authentiques et qu'ils tendent à isoler leurs enfants. Mais une amitié est-elle moins réelle parce que les gens s'écrivent? Est-ce qu'elle est moins authentique uniquement parce qu'elle a lieu sur WhatsApp ou sur Instagram? J'ai de sérieux doutes à ce sujet. À mon avis, il y a surtout une méfiance de la part des parents, qui sont souvent dépassés par le monde du numérique. Ils sont incapables d'imaginer qu'on peut entretenir des amitiés réelles sur WhatsApp. Mais ces amitiés sont parfois très intenses. Les gens échangent plein de petits messages tout au long de la journée. Ils partagent ce qu'ils vivent en temps réel et de manière très intense. Il y a une différence entre les abonnés et les amis, parce que les amis, je communique avec eux très souvent, et c'est des personnes que je peux voir, alors que des abonnés, je communique pas forcément tous les jours avec eux, et puis je peux pas tous les voir physiquement. Il faut initier les enfants au bon usage de ces médias. Ils comprendront très vite qu'un follower n'est pas la même chose qu'un ami, et qu'un like n'est pas un indicateur de la qualité ou de l'intensité d'une relation. Si nous leur apprenons ça, ils aborderont le monde numérique avec plus de sérénité. Toute notre époque est en train de changer. Il y a de nouvelles formes de communication à tous les niveaux. Le monde va plus vite, les informations nous arrivent plus rapidement, et cela a des répercussions dans tous les domaines. Mais ça ne signifie pas que les amitiés vécues en partie numériquement ont moins de valeur. Nous devrions nous méfier de cette idée romantique selon laquelle le monde analogique aurait une réalité différente du monde numérique. Les contacts numériques, l'échange d'informations via le numérique, sont aussi des échanges de personne à personne.
C'est vrai que la recherche aujourd'hui est assez contrastée. À la fois, on constate que l'émergence des réseaux sociaux est associée avec une montée de l'anxiété et du mal-être, parce que dans les réseaux sociaux, il faut toujours avoir l'air bien, tous les autres ont l'air d'être parfaits. Il y a cette facilité au rejet, donc le rejet est beaucoup plus important et on se permet en ligne des choses qu'on ne peut pas se permettre quand on est face à face. Et en même temps, ça permet de nouvelles connexions et bien la science a besoin d'étudier tout ça et de voir l'impact sur nos adolescents. Mais rien ne remplace la relation réelle. Je m'appelle Malaïka, j'ai 13 ans et je vis à Berlin. Aujourd'hui, mon amie Linda a dormi chez moi à la maison. Là, on va prendre un brunch avec quelques-unes de mes tantes et des amis de la famille. Ma famille se compose de papa, maman, Kimani, Omari, Naomi et moi. Vivre dans une famille nombreuse, c'est fatigant. Mais c'est quand même super parce qu'on a toujours du monde autour de soi. On n'est jamais seul et on s'ennuie jamais. Chérie, tu veux bien mettre la nappe sur la table? Celle-ci? Ouais. On s'est rencontrés à l'âge de 5 ou 6 ans. Et depuis, on est meilleures amies. Ce que j'aime chez Nina, c'est qu'elle n'est pas rancunière. En fait, jamais. Et elle est gentille. Ce que j'aime chez Mali, c'est qu'elle a confiance en elle. Une particularité de notre amitié, c'est que quand on se dispute, on se réconcilie très vite. Et même quand une dispute dure un peu, on finit toujours par se réconcilier. Quand on est en relation positive avec quelqu'un, eh bien, de l'ocytocine est libérée dans notre cerveau et du coup, on se sent bien. On appelle l'ocytocine l'hormone de l'amour. C'est vrai, c'est l'hormone de l'attachement, c'est l'hormone qui est impliquée dans l'amour, mais une hormone a de multiples fonctions. C'est aussi l'hormone qui va nous faire rejeter des gens et des groupes de gens. Presque pour protéger mon petit groupe, celui dans lequel il y a cet amour, eh bien, je peux risquer de me distancier d'autres groupes, juger et m'éloigner. Et donc, c'est pas seulement l'hormone de l'amour, c'est l'hormone qui régule l'ensemble de nos relations, en fait. Amour-haine aussi. J'ai fait de très mauvaises expériences avec les amitiés à trois. À mon avis, il y en a toujours un qui finit par être exclu. Peut-être que ça marche pour certains, mais dans l'amitié à trois que j'ai connue, ça n'a pas marché. Il y avait toujours quelqu'un qui était exclu ou qui se sentait rejeté. C'était pas super, et donc on a mis fin à cette amitié. C'est vrai que quand on est trois, c'est compliqué. Mais en fait, tout ce travail-là est nécessaire. C'est comme si c'était un apprentissage de la relation, un apprentissage de la connexion, de la déconnexion. C'est très compliqué à vivre, c'est difficile, parfois c'est douloureux, et en même temps, c'est nécessaire à la construction. On m'a déjà reproché de ne pas être une bonne amie parce que j'avais exclu une personne de mon trio d'amis. Je suis très gênée de le dire, mais j'ai trahi cette personne. J'ai dit du mal sur elle, ce qui a fait que les autres ne l'ont plus aimée non plus. Et elle s'est retrouvée toute seule. Après, je me suis excusée. Je lui ai dit précisément pour quelle chose je m'excusais et ce que je pouvais améliorer, et elle m'a pardonné. Se sentir mal, c'est essentiel. Parce que si je me sens mal, du coup, je vais me sentir coupable, du coup, je vais réparer. Et la réparation est importante. C'est-à-dire, je vais parler avec l'autre, échanger pour pouvoir réparer. Et la résolution des conflits va tisser les amitiés les plus solides. Le grand neuroscientifique Edward Tronick nous a montré que dans une bonne relation, il y a 30% de bon accordage et 70% de désaccord.
Donc plus nous allons doter les enfants de capacités de régulation des conflits, plus ce sera facile à elles de négocier ce moment-là difficile. La culture de la dispute, ça s'apprend, c'est même une nécessité. Et ça implique de défendre sa position et de savoir l'exprimer. Mais ça, tous les enfants peuvent l'apprendre. Et les adultes aussi, car tous n'en sont pas capables. Malaika se fait très vite des amis, et elle en a beaucoup. De ce point de vue-là, Naomi, mon autre fille, est différente. Naomi est plus timide, plus réservée. De façon générale, la société est très genrée, malheureusement. La plupart du temps, les filles ont des amis filles et les garçons des amis garçons. Naomi est une fille très cool. Elle adore jouer au foot et elle traîne toujours avec des garçons. Elle a du mal à nouer des amitiés avec des filles, ce qui fait qu'elle a souvent été rejetée. Quand on vous pince et qu'on vous fait mal, il y a des zones de la douleur qui vont s'activer. Ce sont les mêmes zones qui s'activent lorsqu'on est rejeté socialement. Donc oui, être rejeté, ça fait mal. Et on peut en guérir. On ne peut pas éviter d'avoir mal dans la vie. C'est important de sentir qu'on peut avoir mal, on peut se blesser et on peut se réparer. Quand Naomi a commencé à aller à l'école, on s'est rendu compte qu'elle avait des problèmes à cause de son apparence, de sa couleur de peau. Et il est arrivé que les autres enfants aient des propos très durs envers elle. Il peut arriver que des enfants soient rejetés, soit parce qu'ils ont une autre couleur de peau, soit parce que ce sont des filles, soit parce qu'ils ont un handicap ou autre chose. Parfois, c'est parce qu'ils n'ont pas l'apparence ou la taille que le groupe définit comme étant idéal. Pour l'enfant, ce sont des situations très difficiles, parce que la première envie de l'enfant est de faire partie du groupe. Il est alors très important de ne pas être seul, et surtout de trouver les mots pour exprimer ce qui se passe. Ce qui compte dans ces situations, c'est le niveau de connaissance de l'enfant sur ces questions de harcèlement, de racisme, de sexisme, et sur les leviers de pouvoir utilisés pour déshumaniser, rabaisser et blesser une personne. On s'en rend surtout compte dans les écoles où il y a peu de diversité et où ce genre de questions ne sont pas particulièrement abordées en classe. À la maison, on parle beaucoup de ça avec notre fille. On essaye de la conforter, de lui dire qu'elle est super, qu'elle est belle comme elle est. Et qu'au pire, on la changera d'établissement. Mais ça m'embêterait, parce que son école est très bien, et ce serait fuir face aux problèmes. Et ça ne s'arrêtera pas pour autant. Donc n'ayons pas forcément toujours trop peur des exclusions. Tout ça, ça nous aide à nous construire et à construire notre capacité à avoir de bonnes relations avec toutes sortes de personnes. On va rajouter une assiette. Ok. Omari voudrait prier pour nous. Ok. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ok. Si je pouvais poser une question à quelqu'un qui sait tout sur l'amitié, je lui demanderais comment on fait pour que les amitiés durent toujours. On peut garder une vraie amitié pour toujours en l'entretenant. Il ne s'agit pas d'être tout le temps avec cette personne, mais quand même suffisamment longtemps. Et en fait, ce qui va définir qu'on va pouvoir rester longtemps amis, et ce qui va même définir finalement l'amitié, c'est la capacité de régler les problèmes. On n'a pas besoin d'être s'accorder tout le temps, mais on a besoin de pouvoir réparer quand il y a un peu de distance. On a besoin de pouvoir régler les soucis ensemble et quand même de passer suffisamment de temps et d'être fidèle. J'aime pas quand il y a des désaccords avec d'autres personnes, mais ça fait partie d'une relation. On peut pas être d'accord sur tout.
Quand je suis confrontée à une opinion que je comprends vraiment pas, j'évite d'en parler. J'aimerais citer Nina Simone, cette chanteuse extraordinaire qui disait autrement dit, quand quelqu'un vous blesse en permanence, il faut être capable de dire « je me lève et je m'en vais ». Et là, il peut arriver qu'une amitié ou qu'une autre forme de relation prenne fin et que d'autres naissent. Ou alors, autre possibilité, on s'excuse. Quand on est capable d'écouter, de s'excuser et d'apprendre les uns des autres, ça peut être assez magique. Et au fond, c'est ça l'idée de l'amitié. On apprend énormément de choses les uns des autres. When love's no longer being served, just show everybody that you're able to leave without saying a word.